Donc l'idée c'était de faire un petit peu un tour d'horizon parmi toutes ces machines rétro que vous avez connues, peut-être pas, que Nico a visiblement bien connues de par son activité, de vous parler un petit peu de celles qui n'ont pas marché, c'est-à-dire qui se sont pris des fours, des échecs plus ou moins cuisants, souvent plus, pour diverses raisons, marketing, technologique, des problèmes de timing, enfin bref. Donc on a mis ça un petit peu en catégorie. Alors c'est loin d'être exhaustif, parce que dans le domaine du jeu vidéo, des machines qui se sont pris des fours, il y en a eu quelques-unes quand même. Et on va donc commencer par la Vectrex. Je suis content parce que personne ne hurle, j'avais un peu peur que... Parce que la Vectrex est une machine qui, dispose aujourd'hui quand même d'un capital sympathie extrêmement fort, de par sa particularité, de par la qualité de ses jeux, mais malheureusement, ce fut un échec commercial assez cuisant, même si elle a tenu sur le marché quand même un bon moment. Alors la Vectrex, elle est née d'une société qui s'appelle Western Technologies, fondée par ce monsieur, Jay Smith, qui en 81, sur un concours de circonstances, rachète un lot d'écrans cathodiques, de tubes cathodiques, à très très bas prix, des tubes cathodiques bas de gamme, pas très gros, et qui se dit, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement en faire quelque chose ? Donc avec d'autres personnes de sa société, il travaille sur un concept de mini-borne d'arcade, un concept qui plaît à une autre grosse société qui a pignon sur rue dans le domaine de l'électronique, qui s'appelle General Consumer Electronics, et en 82 sort donc la Vectrex pour $200, ce qui était un prix relativement moyen, pas forcément très élevé, même pour une machine de l'époque. C'est un concept qui plaît notamment aux familles de par son aspect tout en un. On me rappelle que la Vectrex est une machine où on a la manette, l'écran, tout intégré, voire même un jeu intégré, Mindstorm, voilà. Et comme toute chose qui commence à bien fonctionner, la société est rachetée en 83 par Milton Bradney, les fameux MB des jeux de société, qu'on connaît beaucoup mieux pour les jeux de société. MB qui la vend en Europe et au Japon. Manque de bol, 83, c'est aussi une période connue. Voilà. C'est le crash du jeu vidéo. Le fameux crash du jeu vidéo que les Japonais appellent même Atari Crash, pour dire si c'est ciblé sur Atari. On met ça beaucoup sur le dos d'Atari à cause de la multiplicité des jeux qui sans licence, tous les éditeurs sortent des jeux, il y a des dizaines, des centaines de titres qui sortent notamment sur les machines Atari. Dont un en particulier, quoi. Qui a bien planté la société E.T., tu te souviens ? Oui, E.T., moi je me souviens pas. C'était un peu... Moi je m'en souviens, j'ai joué, j'ai acheté. Et non, ça s'est foutu un peu dans le rouge Atari, plusieurs dizaines de millions de dollars, pardon, qui ont plongé la société dans le rouge et qui ont fait que la société ne s'est pas vraiment relevée de ce coup. Un énorme investissement en tablant sur le succès d'un film, d'un immense blockbuster de l'époque. E.T. d'ailleurs, il y a eu un rebondissement l'année dernière à propos d'E.T. Ils ont creusé. Voilà, ils ont creusé. Parce qu'en fait, le jeu a été publié, je crois, à 7 ou 8 millions d'exemplaires aux États-Unis, alors qu'il y avait moitié moins de consoles installées. Les parcs de consoles n'étaient pas autant installés que. C'est-à-dire que déjà, quand on fabrique plus de jeux qu'il y a de consoles dans la nature, déjà, c'était quelqu'un qui a raté son calcul. Le jeu était développé en 3 semaines de mémoire, et c'était totalement imbitable, on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, il y a eu un stock d'invendus qui était énorme. Donc, non seulement les gens ont fait plus de consoles, de cartouches pendant plus de consoles, et le jeu ne s'est pas vendu en magasin. Donc, les magasins qui avaient fait des commandes, ils sont renvoyés à Atari, et le fait de stocker les jeux coûtait tellement cher qu'ils ont demandé à ce que les consoles, les cartouches, soient détruites. Donc, il y a une légende, longtemps on a cru que c'était une légende urbaine comme quoi les jeux auraient été enterrés dans le désert d'Arizona. Au Nouveau-Mexique. Voilà, du Mexique, pardon. Et donc, ils ont été. Il n'y a pas longtemps, il y a des fouilles qui ont été organisées, et ils ont trouvé effectivement des cartouches, mais il n'y avait pas que des jeux E.T., il y avait d'autres jeux qui avaient été enterrés. Il y avait beaucoup d'autres jeux Atari. Ouais. D'ailleurs, ça fait couler de l'encre aussi, puisque c'est une expédition qui a été menée indirectement par Microsoft, qui a financé le documentaire à propos de cette opération de déterrage, au point même qu'il y a eu des désaccords entre la société qui est venue faire le déterrage et la communauté, le service public, la ville, à laquelle les terres en question appartenaient, qui voulait aussi sa part du gâteau, non pas sur le documentaire, mais sur tout ce qui avait été déterré. Et quelques semaines après tout ça, il y a eu des exemplaires d'E.T. en vente, dans des états un peu... Il faut l'essayer quand même, ça vaut le tour.
ça vaut le coup, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, malheureusement. Oui. Évidemment. C'est pas possible. Et c'est exactement le sort qu'a eu la Vectrex, c'est-à-dire le même principe, un stock d'invendus énorme, on table sur une grosse réussite, on en produit trop, au point que la console soit finalement bradée à $100, donc moitié de son prix d'origine à peine quelques années plus tard, ce qui est quand même pas un bon signe. Puis à nouveau rachat de société, donc Hasbro, autre géant du jeu d'une manière générale, qui rachète Milton Bradley et qui décide uniquement de liquider la console, sans même essayer de la sauver. À un moment donné, c'était peut-être mieux. Et ça a donné ce genre de choses éventuellement, c'est-à-dire que on lit des choses sur des réutilisations de Vectrex sous forme de mini-bornes d'arcade comme ça, payantes dans des lieux publics. J'ai même lu des choses sur des histoires de Vectrex qui auraient été transformées en espèce de centre de santé, de défibrillateur, de choses comme ça, bref. Enfin, ils ont essayé de coller de la Vectrex partout, de les reconvertir un peu partout où c'était possible. Malheureusement, la Vectrex, ça restera un échec, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle a vraiment un fort capital sympathie, parce que ça reste une bonne machine. C'est-à-dire que c'est absolument pas ses qualités ludiques qui sont indéniables et qui ont tué la Vectrex. C'est vraiment un contexte défavorable aux jeux vidéo à ce moment-là. Et on aurait pu avoir peut-être d'autres machines comme ça qui auraient pu mieux fonctionner. En tout cas, c'est sûr, c'est que le jeu E.T. n'est toujours pas aussi coté que les consoles Vectrex. Oui, il y a une surcote aujourd'hui au niveau de Vectrex, c'est impressionnant. D'autant que ça fait partie des machines, ça fait partie des machines pour lesquelles les jeux se désagrègent, sont facilement en kit avec le temps, puisque la Vectrex en elle-même, l'écran n'avait aucune impression, il était totalement nu. Et pour créer un sentiment de décor, parce que la Vectrex n'était capable que de tracer des vecteurs et des points assez rudimentaires, et pour créer un sentiment de décor, les jeux étaient fournis avec un overlay, voilà, une espèce de film plastique semi-transparent, et ça plus jeu en boîte carton. Ouais. C'est du graphisme vectoriel, comme tu disais, donc ça marchait bien pour certains titres, Scramble par exemple, ou Mindstorm qui était vendu avec. Mindstorm, c'est une sorte d'astéroïde. Et par contre, ça marchait beaucoup moins sur du Pac-Man. Vous imaginez un Pac-Man avec un graphisme qui fait que des petits traits, donc le Pac-Man n'était pas rond, il était plutôt triangulaire. Et le fait de mettre des aplats de plastique avec un dégradé de couleur pour avoir des effets de couleur sur un écran qui était monochrome, qui était noir et blanc-bleu. Voilà. C'est dommage. Mais la magie, pour moi, c'était une belle console et ça marchait bien. Après, le graphisme de certains jeux, ça se prêtait pas tout à fait aux jeux qu'on avait l'habitude de voir dans les bandes d'arcade, mais c'est pour ça aussi qu'il est toujours aussi bien coté. C'est une très très bonne console. Je trouve de très bons jeux et puis c'est extrêmement fin avec toi. Ça en a pas du tout le côté bitmap pixelisé, puisque justement on tire des vecteurs en endroit parfait. Mais ça reste très particulier. Alors là, Vectrex, on n'a pas de chiffres de vente, puisque comme pour tous les échecs, enfin comme pour la plupart des échecs, il y a très peu de chiffres qui sont communiqués, d'autant que là il y a eu double rachat de société, donc c'est même pas la peine d'essayer. Et voilà, donc la Vectrex a essayé vraiment, je sais même pas si j'ai pas fait attention s'il y avait une Vectrex sur replay ce week-end. Si j'en ai vu. Ouais. Oui, voilà. Donc essayez la Vectrex, absolument, parce que c'est vraiment un très bon exemple de machine qui aurait pu connaître le succès et qui n'a pas rencontré malgré une très bonne technique. Alors là, on rentre dans toute une catégorie. Il y a plusieurs machines qui se suivent. Ce sont les constructeurs d'ordinateurs qui, dans le milieu des années 80, au début même des années 80, ont commencé à voir le vent tourner, au sens où la micro-informatique, c'était plus vendeur. Ce qui marchait, c'était les consoles avec des jeux immédiats, avec des choses où il faut pas connaître un langage, où il n'y a pas de clavier, où il n'y a pas de trucs à taper. Et il y a tout un tas de constructeurs qui se sont lancés dans cette aventure-là. On va commencer par une qui est relativement célèbre. Voilà, parce qu'elle a été notamment traitée par des gens qui ont un certain public maintenant sur Internet, la GX 4000. Alors, j'aime beaucoup cette machine. Amstrad, qui est un très bon micro-ordinateur. Oui, voilà. Donc Amstrad, c'est le concepteur des 464 et 6128, les CPC 464 et 6128, le 464, vous l'avez à gauche, et le 664 aussi.
Oui, j'ai mis ces deux-là à titre d'exemple, mais c'est vrai que... Et là où Amstrad a vraiment très bien fonctionné avec ces micros-là, c'est que c'était des machines grand public, beaucoup moins chères que ce que produisaient les concurrents, donc Commodore avec la gamme Amiga et Atari avec les ST et consorts, qui étaient disponibles tout de suite. C'était même... Bertrand Brocker nous disait tout à l'heure, il comparait ce que faisait Amstrad avec les Auric par exemple, où là on avait tout, pour le coup, tout en un, c'est-à-dire que vous le voyez, c'est le clavier qui est et l'ordinateur et le lecteur de cassette ou de disquette. Donc c'est des machines qui ont plutôt bien fonctionné, qui se sont plutôt bien vendues, mais fin des années 80, Amstrad se dit bon ben voilà, maintenant c'est les consoles qui marchent, les ordinateurs plus personne n'en veut, donc on va faire une console. Et comme tous les gens qui veulent avant tout faire de la monnaie, faire marcher la planche à billets, ils se disent bon, on a un ordinateur qui fonctionne bien, le 6128, qui a déjà des jeux dessus, qu'est-ce qu'on va s'emmerder? On va, donc ça c'est le 6128+, la version qu'ils ont sortie après avec les cartouches, ils ont tout simplement pris le 6128, ils l'ont mis sous forme de console, c'est-à-dire qu'en gros ils ont enlevé le clavier, ils ont enlevé l'écran qui était avec, et ils ont mis tout ça dans un magnifique boîtier blanc là, qu'on a vu au début, avec une forme un petit peu bizarre. Le problème, c'est que cet ordinateur, il était sorti quand même quelques années plus tôt, qu'entre-temps, 90, c'est quand même l'année de sortie en France de la Super Nintendo et au Japon, je crois, de la Neo Geo de SNK, et c'est pour vous dire si je crois pas avoir de capture d'écran là, mais je ne semble pas en avoir mis, bon, ce serait tellement dommage. Mais bref, pour ceux qui ont connu ces machines-là, voilà, sortir la même année que la Super NES, sortir un vieil ordinateur un peu arthritique, le vendre comme une console, malgré un prix qui était assez bas, c'était 99 livres, donc un peu plus, l'équivalent d'un peu plus de 100 € maintenant, sans tenir compte de l'inflation. Je parle en livres parce que la console est beaucoup sortie en premier en Grande-Bretagne, qui était quand même une terre. C'est un constructeur anglais. C'est un constructeur, voilà. AMS, je crois que c'était les initiales du constructeur, Alan, Michael, Sugar. AMS, Amstrad. Amstrad, c'était une trade company. Voilà. Et ça marchait bien, l'Amstrad 464, 664 et 6128, c'était des micro-ordinateurs, comme tu disais, tout en un. Donc, pour la première fois, on n'avait pas branché son ordinateur sur la télé. À l'époque, on branchait les micro-ordinateurs sur les télés cathodiques, et l'Amstrad proposait tout en un. Donc ça a marché. L'Amstrad après a sorti des ordinateurs professionnels de traitement de texte, les PCW, qui marchaient bien aussi, et après, je pense qu'ils se sont un petit peu emballés, ils ont voulu lancer effectivement la console. À l'époque, c'est ça, ils ont voulu faire comme tout le monde, en fait, faire de la console. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, les jeux n'étaient pas réservés à une console, comme on peut voir maintenant. Les jeux de PlayStation, Sony ne fonctionnent que sur la PlayStation, Microsoft que sur Microsoft. À l'époque, Donkey Kong, par exemple, dès qu'il sortait sur une console, il sortait à la fois sur l'Atari 2600, il sortait à la fois sur la ColecoVision. En fait, il sortait sur tous les supports. Il n'y avait pas de support exclusif à part. Quand c'était sur micro-ordinateur, tout le monde avait le même jeu. Et donc, quand ils ont voulu lancer leur console de jeu, les jeux étaient déjà sortis à l'époque sur tous les supports. Donc, les gens, finalement, n'avaient pas vraiment de raison d'acheter non seulement c'était les mêmes jeux. Il n'y avait pas de jeux exclusifs. Non seulement c'était les mêmes jeux, puisqu'il y a eu 25 titres seulement, ce qui est peu pour une machine. Ah oui, et ces titres étaient tous ou presque uniquement des portages des versions console, des versions ordinateurs, pardon, qui eux-mêmes étaient déjà potentiellement sortis sur d'autres ordinateurs aussi. Donc arrivé en 90, c'est sûr que voilà, 150 000 unités, c'est très peu, et en tout cas c'est pas avec ça qu'on rentabilise une machine. La GX 4000 sera vraiment fatale à Amstrad, puisque on n'en entend plus parler depuis. Amstrad a fondu les plombs quelques mois plus tard, puisqu'un investissement, ça reste un investissement en recherche quand même s'ils ont recyclé leur vieil ordinateur. En tous les cas, l'Amstrad, malheureusement, c'est fini. Je me souviens surtout Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me souviens surtout des publicités Amstrad avec le crocodile. Ouais. C'est comme 3 000 francs, entre 3 et 5 000 francs un ordinateur à l'époque. C'est comme c'est récent. Oui. Mais c'était moins cher qu'un Atari ST, qu'un Amiga, et encore moins cher qu'un Apple.
Ah oui, c'était beaucoup moins cher que chez Apple, quelle que soit la gamme, c'était toujours des machines assez accessibles. On continue donc sur le même genre. Le Commodore 64 Game System. Alors là, on essaye non pas de décrire. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans creuse. Il est parti en plus, le chef. Bon, essayez de ne pas parler trop fort. Super bien. Tu prends en micro? Ça arrive. Ça peut pas parler de ton côté, donc. J'ose plus parler maintenant. Donc, le Commodore 64 Game System, c'est un Commodore 64, hein, on s'embête pas. Ça sort la même année, 1990. Le Commodore 64 lui est sorti en 82. Il y a donc 8 ans de décalage, et on sort quand même le même ordinateur dans une console. Alors en plus, celle-ci, elle est moche, parce que c'est quand même pas bien joli. Il manquait plus que le clavier, finalement. Comme si on avait recouvert le clavier en plastique, c'est quand même sympa. C'est ça. En plus avec un stick digne des meilleures heures de la micro-informatique dans les années 80. Et c'est exactement les mêmes erreurs que celles qu'a fait Amstrad, c'est-à-dire que il faut, enfin, je sais pas, 8 ans entre le Commodore 64 et ce truc-là, c'est quand même, enfin 8 ans, imaginez maintenant le téléphone que vous aviez il y a 8 ans ou la console que vous avez il y a 8 ans, le pas technologique, qui même à l'époque était quand même assez conséquent, et se retrouver avec un truc, en 1990, avec un truc comme ça, c'est juste pas possible. Je sais pas comment, qui a eu l'idée chez Commodore de vendre cette chose-là, mais que ça n'ait pas fonctionné, ça m'étonne pas. Je pense que moi, ça va être un peu fort, j'ai des gars qui me permettent de rentrer dans ce que on va se passer voilà, bon, c'est mieux, ça me plaît. Donc c'est exactement les mêmes erreurs que ce qu'a fait Amstrad. On sort une console sans y réfléchir, un produit qui existe déjà depuis des années, sorti quasiment à l'identique. On reprochait même au Commodore 64 Game System d'être à peine moins cher qu'un ordinateur, qu'un Commodore 64, sans le clavier, sans les fonctionnalités de micro-informatique, donc ce qu'il a faut mal quand même. Et là, ça va être la même chose. On va avoir uniquement des portages, un peu moins d'une dizaine de jeux originaux spécifiques à la console, et comme d'habitude, pas de chiffres de vente. Voilà, ça c'est le Commodore 64, l'ordinateur, voilà, qui est connu pour son beige. Alors, on voit pas trop la couleur, mais c'est un beige, c'est cette espèce de couleur crème typique des ordinateurs des années 80, qui vieillit très bien au soleil, n'est-ce pas? Un peu dans jaune, mal lavé, un peu plastique orange, bizarre, très. Voilà, c'est-à-dire c'était une couleur qui se faisait beaucoup à l'époque. C'est un coloris à la mode. Et pas de chiffre de vente non plus, donc contrairement à ce qu'a fait Amstrad, là, on peut même pas se moquer. Autre grande catégorie, les débuts du compact disc. Et là on commence par les inventeurs du compact disc, Philips avec la CDI. Alors, ce qui se passe, c'est que Philips en 83 sort le fameux compact disc, donc cette technologie hautement fermée et propriétaire sur laquelle Philips aujourd'hui encore continue de toucher des royalties, parce que tous les compacts, enfin, on doit plus en vendre beaucoup d'ailleurs maintenant, mais je sais pas si ça a été la même chose sur les formats suivants, mais en tout cas sur le compact disc pendant des années, sur chaque CD vendu, que ça soit de la musique, du CD-ROM, d'une manière générale, tout ce qui utilisait le format compact disc, Philips a vraiment touché énormément d'argent en termes de royalties. Donc ça se passe en 83 et c'est une technologie qui est inventée principalement pour la musique, qui vient remplacer le vinyle. D'ailleurs, à l'époque, on crie au haro contre la nouveauté technologique qui va nous tuer nos artistes. Exactement ce qui s'est passé plus tard avec la musique numérique contre le CD. Bref. Et Philips rapidement fait des recherches pour aller inclure autre chose que de la musique
dans son compact disque. Alors c'est la grande époque du multimédia, un mot qui veut un peu fourre-tout, qui veut tout et rien dire, et de l'interactivité, le multimédia interactif. À l'époque, il suffisait de dire ça pour se faire ouvrir des crédits en banque. Voilà, c'était la magie. Donc Philips travaille avec Sony et Matsushita, deux sociétés concurrentes, t'as pas peur. Faut le démuter dessous, voilà. Si ça marche avec toi, je vais être excellent. On est comme ça, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi il est parti plus fort. Donc, en 86, Philips annonce un format qu'il appelle CDI. Pour globalement compact disque interactif, encore une fois, une affaire de mots-clés, tout simplement. Oui. C'est bon, tu veux essayer peut-être? Ouais. Ça ne marchait pas, c'est du gros Larsen. Non, c'est bon. Moi? Là, c'est celui-là. Non, c'était. En fait, ça l'a fait avec moi au début, donc c'est pour ça que. Là, c'est vous parlez bien. Les personnes avant parlaient pas aussi. D'accord. Il profite pour nous faire des compliments, c'est merveilleux. Donc, format CDI annoncé en 86, et les premières machines qu'on voit ici, qui sortent en 91. Le CDI, c'est une machine qui n'est pas du tout pensée pour faire du jeu, mais pour faire du multimédia, encore une fois, même si on a un petit peu du mal à savoir exactement ce que ça veut dire. On a sorti beaucoup de films, d'ailleurs, à ce moment-là. Oui, voilà, ça a donné après. Alors, le problème du CDI, c'est justement qu'il a subi diverses évolutions technologiques. La dernière étant l'inclusion de la vidéo dans quelque chose qui va s'approcher de ce que sera le DVD quelques années plus tard, en termes de contenu, voire un peu d'interactivité, c'est-à-dire pas juste un film qui se lance, mais avec des menus, avec la possibilité d'aller faire des choses un peu diverses, de la photo, etc. Mais pour les tout premiers modèles, en tout cas, il n'y avait pas cette notion de vidéo, parce que pour des histoires principalement de format de compression, parce que c'est le problème du CDI, son côté modulaire. Il y a tout un tas de modèles de lecteurs qui sont produits, certains qui visent le grand public, un peu technophile qui a envie d'aller découvrir ces technologies-là, certains même pour les professionnels. Et le principal problème du CDI, c'est un prix très très élevé pour la machine de $700. $700 pour l'époque, tout le monde ne pouvait pas se le permettre, en autant au-delà. Malgré tout, il y a quand même quelques développeurs qui s'y intéressent, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, il faut bien qu'il y ait du matériel dessus. On a des applications de toutes sortes, on a un peu le jeu, on a surtout beaucoup de multimédia, c'est-à-dire du dictionnaire, du ludo-éducatif, il y avait des jeux, MacDog, MacCree, qui étaient des jeux d'arcade, et qui avaient déjà des séquences un peu vidéo qui étaient déjà préparées. Donc ça s'adapte bien sur ce type de support, mais il y a d'autres titres qui étaient catastrophiques. Je crois que la seule fois où Nintendo a fait un jeu qui n'était pas destiné à ces consoles, on l'a trouvé sur un Philips interactif. Je ne sais pas si je vais en parler, c'était le Zelda. Oui, il y a eu un Zelda là-dessus. Il y a eu 3 Zelda sur CDI. Qui était franchement horrible. 3 Zelda, plusieurs Mario aussi, qui aujourd'hui font le bonheur des youtubeurs qui peuvent allègrement se moquer de ces titres aux licences connues mais aux qualités ludiques tout à fait discutables. Ça, c'est dû à une infidélité de Nintendo envers Philips. Une anecdote que je pense tout le monde connaît, c'est celle du CD-ROM du projet de CD-ROM de la Super NES, qui était donc une étude de la part de Nintendo pour aller faire une extension capable de lire les CD-ROM pour la Super NES, et Nintendo a été un petit peu pioché des idées, des débuts de projet à droite à gauche, notamment avec Philips, aussi avec Sony. Voilà, ce qui donnera. Alors, si Nintendo a fermé les vannes à tous ces projets-là, c'est justement parce que l'emploi du CD-ROM s'était versé des royalties à Philips, et chez Nintendo, on ne fait pas ça. Voilà. Vers des royalties à Nintendo. On ne fait pas ça, c'est pas bien, c'est sale. D'ailleurs, cette porte fermée de Nintendo envers Sony, c'est ce qui donnera, après plusieurs années de développement, la PlayStation,
pour dire si c'était une mauvaise décision. Et ça a un peu donné la même chose avec Philips, c'est-à-dire que Nintendo ferme la porte, mais les négociations déjà entamées avec Philips leur donnent le droit de développer un certain nombre de titres sur les licences Nintendo, et ils ont la bonne idée de faire développer en sous-traitance pour pas trop cher visiblement. Donc 3 jeux Zelda qui sont quand même très connus, et plusieurs titres Mario, j'ai plus le nombre, mais et notamment un titre qui s'appelait Hotel Mario, qui est un jeu de plateforme vraiment pas terrible. Vu tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Vraiment pas celle qu'on avait l'habitude de voir sur cette carte. Je sais pas, on aurait dit un dessin animé totalement difformé de personnage de Link ou de la princesse. Parce que c'était pas des vrais Nintendo, et c'était pas un vrai jeu non plus. Et c'est ça. En plus, tous ces titres-là avaient en commun d'avoir beaucoup de séquences cinématiques ça va voir. Ouais, ça. Tous ces titres-là avaient en commun d'avoir énormément de séquences en animation qui étaient pour le coup leur point noir, parce que sur les Zelda, j'imagine que vous avez vu ça au moins une fois, sur les 2 Zelda, donc Wand of Gamelon et je sais plus, Adventure of Link peut-être, bref, les 2 Zelda de la CDI qui se ressemblent, qui sont des jeux de plateforme. Toutes les cinématiques avaient été faites par un studio d'animation russe, alors c'est pas parce qu'ils sont russes, mais probablement parce que la sous-traitance à l'autre bout du monde, c'est plutôt des choses pour que ça coûte pas cher, et ça donne ça donne un résultat absolument désastreux, que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer ici, parce que ça vaut quand même la peine. Et donc, pour revenir sur la CDI, c'est en 1994, donc 3 ans après le lancement de la machine, que Philips se décide à en faire une autre machine un peu plus ciblée, console de jeu. On va voir, voilà, qui est ce modèle-là, avec une manette totalement ergonomique, n'est-ce pas ? Alors on était encore plus sur quelque chose de l'ordre du multimédia, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça ressemble à une télécommande, tout simplement. Il y a eu énormément de tentatives dans le domaine du multimédia de Philips. Moi j'ai souvenir d'une espèce de gros contrôleur que moi j'appelais Play-School, une espèce d'énorme manette blanche, à voler blanche. Je crois que c'était pour tout ce qui était ludo-éducatif. C'était vraiment des grosses manettes pour. Ce modèle-là sort à $300, donc moins de la moitié du prix du modèle d'origine. Malheureusement pour Philips, c'est trop tard, puisque en 1994, on attend déjà avec fébrilité une autre machine, sur CD aussi, la PlayStation, et c'est ce qui va avec le manque, non pas le manque de titres, mais la faible qualité des titres qui soient vraiment des jeux sur la CDI. C'est ce qui va un petit peu pénaliser la console. Malgré tout, elle s'en sort avec la mention honorable de 570 000 unités vendues, ce qui est quand même beaucoup plus par rapport à une DXP, par exemple. Mais qui est quand même pas du tout rentable pour Philips, qui avait mis toutes ses billes en termes de développement dans cette console. Et alors un autre exemple, on va les enchaîner un petit peu, la Commodore CDTV, donc c'est un petit peu la même chose, chez Amiga en fait. Ils étaient sortis juste avant, l'Amiga c'était 30 000. Ou après, non La CD32, je saurais pas dire. La CD32 qui était un peu. Comme un Amiga 500, et qui était une console. C'est ça, c'était un 500. Mais avec pas vraiment une console. Ouais. Là on est un mix entre je réutilise mon ordinateur tel qu'il est et je mets du CD dessus. La CD32, j'ai un petit peu d'affection pour la CD32 quand même, parce que alors c'est du CD de l'époque, c'est-à-dire on retombe, ça a beau être une technologie nouvelle, on retombe quasiment dans les temps de chargement des cassettes. Ça c'est un indicateur 64, voilà, ça restait un abstrait déguisé. Le Commodore CDTV, c'est un petit peu la même chose, c'est un Amiga 500. Là aussi, vendu cher, avec des titres qui sont principalement des portages de ce qui se faisait sur Amiga 500 aussi. Souvent, on profite du CD pour aller ajouter de la cinématique ou même tout communément pour travailler un petit peu la musique, parce que le support CD est quand même fait pour ça au départ. Malheureusement, tout ça, ça ne suffit pas à faire
à faire racheter des machines absolument à tout le monde. Et on a la même chose chez Pioneer. Alors là, c'est un petit peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus subtil. C'est une machine. Alors Pioneer a l'idée de faire une ce laser actif qui soit une machine un peu plus ouverte, notamment aux autres constructeurs. C'est pour ça qu'on la voit ici avec deux modules. Elle était modulaire. La machine, au départ, c'était juste la grosse partie, le gros lecteur CD là en dessous. Et Pioneer deal un petit peu avec tout le monde pour rentabiliser cette machine qui coûte quand même presque $1000 à ce lancement aux États-Unis, qui est extrêmement cher. Et ici, on voit par exemple à gauche un module qui est fabriqué par Pioneer par Sega, Pioneer, et qui lie les jeux Mega Drive, on a un temps de touche, et qui lie aussi, je crois, les jeux Mega CD, qui permet via la Pioneer de lire les jeux Mega CD. Là, on est dans une tentative de faire une machine hybride qui puisse à la fois lire des titres qui coûtent très cher, mais qui puisse à la fois lire des titres originaux, à la fois lire les titres de la concurrence. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Est-ce que les acheteurs avaient envie de dépenser $10 pour jouer à leur jeu Mega Drive sur une Mega Drive qui en 93 devait coûter bien cher, je pense. Et à droite, vous avez un module à peu près dans le même esprit, qui est fabriqué par NEC, qui permet de lire les jeux PC Engine, les UCART dans le module, et les CD-ROM dans l'appareil en lui-même. Il y a aussi, je ne vous l'ai pas mis là parce que je parle de ça, mais il y avait aussi un module de karaoké. Pour un marché, je pense, tout à fait défini. Bon, là aussi, four, évidemment, encore, machine trop chère, trop compliquée, l'utilisateur ne comprend pas, quand il comprend, il n'a pas forcément les moyens. Et puis on réutilise, on essaie de réutiliser des technologies, des jeux qui sont déjà sur le marché sur d'autres machines, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très bien. Là encore, ça avait été fait de manière tout à fait légale. Mais si on parle de portage, de faire tourner les jeux du concurrent sur sa propre machine, on a l'affaire Coleco contre Atari. Coleco, donc CES, décide, à un moment donné, il y a quelqu'un chez Coleco qui a la grande idée de dire on va faire un module externe, on va vendre un module externe pour faire tourner les jeux Atari sur la Coleco. Ceci sans rien dire à Atari, évidemment, sans leur demander un avis, sans leur verser d'argent, surtout parce que je pense que ça encore, ça aurait été. Évidemment, on procède Atari contre Coleco, le module marchait très bien. Et la légende raconte même que la colorisation des jeux, pour ceux qui ont connu la 2600, on pouvait faire tourner les jeux en noir et blanc ou en couleur via un sélecteur sur la console. Et tant que la colorisation des jeux Atari était meilleure sur la ColecoVision que sur l'Atari 2600 ou sur la 2600 elle-même, ce qui était quand même pas très flatteur pour Atari. Voilà, Pioneer Laser Active. J'imagine que vous n'en avez pas spécialement entendu parler. Moi-même, avant de préparer le sujet, je n'en avais pas spécialement entendu parler non plus. Un nom connu, Apple. Alors en fait, donc la pipine s'appelle Apple Bandai, puisque c'est une co-réalisation. Et l'idée ne vient pas d'Apple, l'idée vient de Bandai, qui aime visiblement beaucoup le Macintosh, et qui veut faire un Macintosh doté d'un lecteur de CD-ROM et sous la forme d'une console, c'est-à-dire centrée sur le jeu vidéo. Et Bandai voit les choses en grand, se dit on va pas se fermer comme les autres, on va faire une plateforme ouverte, on va donner des licences à d'autres sociétés pour faire un petit peu ce qu'elles veulent avec la machine, pour la reproduire, pour s'occuper des jeux, etc. Et Apple et Bandai se répartissent le travail. Bandai va s'occuper du marketing de la console, marketing dont la campagne totale s'élève à 93 millions de dollars, ce qui est absolument énorme, donc c'est vraiment envie d'en vendre. Et Apple doit s'occuper de l'évangélisation, c'est-à-dire d'aller vendre, entre guillemets, le système aux développeurs
pour les convaincre de travailler dessus et d'aller faire des jeux dessus. Il semblerait qu'entre Bandai et Apple, il y en ait un qui ait moins bien fait son travail que l'autre, puisque malgré ces différentes versions, la console ne prend pas auprès des développeurs, et évidemment, ça vaut pour toutes les générations de jeux, soit depuis que le jeu vidéo est ce qu'il est. S'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de titre sur une console, quel que soit son prix, en l'occurrence ici $600, ce qui était quand même assez élevé, quand il n'y a pas de jeu sur une console, elle ne se vend pas. Parce que 95, je commençais je travaillais déjà à Console Plus et j'avais rencontré les gens de Bandai et d'Apple qui me parlaient de leur console. Et je leur demandais, mais quel jeu vous allez mettre? Parce que Apple n'est pas connu pour un ordinateur pour faire des jeux. Plutôt à l'époque, c'était plutôt des logiciels comme Word, etc. Apple, en tout cas, n'a jamais été connu pour ces jeux. Et quand ils ont commencé à faire cette console, je leur posais des questions, ils m'ont dit, mais de toute façon, toi, tu n'es pas le cœur de cible. À l'époque, j'avais 25 ans. Si moi j'étais pas le cœur de cible pour jouer aux jeux vidéo, je me dis mais quelle personne ils visent, quelle tranche d'âge ils visent, ils n'ont jamais été capables de me le dire, et je crois que personne n'a jamais trouvé, parce que ça s'est jamais vendu comme il fallait. En plus, il y avait une certaine complexité, il y avait un modèle noir qui était doté de fonctionnalités différentes, notamment parce que, alors je ne sais plus si c'est Bandai ou Apple qui l'a voulu, mais la console était équipée d'un modem pas spécialement pour le jeu sur Internet, mais pour la navigation sur Internet. En 95 était quand même peut-être un peu trop avant-gardiste, surtout sur une console. C'était plutôt quelque chose qui était quand même le manège des ordinateurs. Et puis voilà, machine trop compliquée, très mal vendue, très mal vendue auprès des développeurs. Pas de jeu dessus, et surtout en 95 on a un marché qui est un marché du jeu CD-ROM, on va dire, qui est largement dominé par la PlayStation, et dans une moindre mesure par le PC et feu la Saturn. Donc forcément, voilà. Ça c'est la Chine, moi, que je n'aime jamais, ne serait-ce qu'entre les mains. Non, mais les jeux, c'était pas beau, il y en avait quelques-uns, mais sur un jeu de voiture, petite m'échappe, parce que c'était pas fluide, c'était vraiment ni fait ni à faire. Même en termes de compétition, en termes de hardware, elle était a priori pas très abordable pour les développeurs. Donc forcément, les quelques-uns qui s'y sont essayés n'ont pas forcément réussi. Une autre catégorie, les consoles portables. Là aussi, on a quelques fours. On commence par un célèbre constructeur de téléphone, très célèbre, probablement une des sociétés qui a mieux réussi dans ce domaine-là, même si la tendance a largement changé aujourd'hui. La N-Gage. Alors la N-Gage, c'est Nokia qui, en début des années 2000, se dit le jeu vidéo mobile, ça fonctionne, enfin ça va fonctionner, ça va faire un boom, il faut juste qu'on amène un produit. Pour le coup, ils n'avaient pas forcément tort, mais alors je sais pas, soit c'était trop en avance, soit c'était pas encore ça qui était la bonne recette. Donc Nokia sort un téléphone qu'on voit complètement hybride. Alors il y a eu plusieurs modèles, la téléphonie, il faut sortir des appareils, plein de modèles différents pour que ça fonctionne. Nokia met vraiment toutes ses billes dans N-Gage. À l'époque, c'est ce qu'ils sont capables de faire de mieux. On a aussi du jeu multijoueur local par le Bluetooth qui commence à se développer à ce moment-là, voire même en ligne avec un service dédié que Nokia met sur Internet. Là aussi, il faut vraiment beaucoup s'avancer. Mais ça marche pas mal, hein. Ah oui, c'était on a pas mal de jeux, on a une grosse société qui a les moyens d'aller chercher des licences à droite en plus, on aperçoit à peu près un provider, on reconnaît à peu près un plutôt. On a une cinquantaine de jeux, ce qui est quand même pas mal pour ce genre de plateforme. Mais le problème, c'est que la N-Gage, sa sortie coûte $300. Et $300 dans une console portable, fût-elle téléphone en même temps, malheureusement, c'est une pilule qui ne passe pas auprès des acheteurs, d'autant que la N-Gage a encore aujourd'hui un problème d'image, au sens où on se demande toujours si c'est une console de jeu qui fait téléphone ou si c'est un téléphone qui fait console de jeu. Tu peux revenir en arrière sur la photo?
Ça arrive. Parce que, en fait, on téléphonait sur la tranche, parce que l'écouteur était situé ici, et le micro était situé là-bas. Donc pour téléphoner, en fait, il fallait, imaginons que ce soit la console, comme ça, il fallait la tenir de profil. Et donc, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque, mais les gens prenaient déjà des photos avec des oreilles de Mickey, et donc les gens caricaturaient la console en se prenant en photo et en téléphonant avec des objets de plus en plus gros sur le point de l'oreille. Donc c'est vrai que quand on téléphonait, on avait l'air un peu ridicule, mais en termes de jeu, c'était quand même l'image de Tomb Raider un peu pixelisée parce que c'était énorme, mais ramené à la taille de l'écran. Imaginez ça sur la Voilà, petite taille de la sur console. la taille d'écran, c'était quasiment l'équivalent de ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur la PlayStation 1, entre guillemets. Donc la console qui était logique, ça fait 2 années plus tôt. On n'avait pas les vraies couleurs, je vous le dis tout de suite. Mais c'était la belle 3D, c'était non, les jeux étaient très très beaux, mais la position de il y avait plus entre les chaises, le téléphone, console de jeu. C'est ça, ouais. C'est le problème. Beaucoup de machines ont connu ce genre de souci. Une machine, pour que le public ait envie d'acheter, il faut avant tout qu'il la comprenne. Plus récemment, c'est le problème qu'a eu un petit peu la Wii U. Il y a eu un gros problème de communication de la part de Nintendo qui s'est concentré extrêmement sur la tablette au point que, pour en arriver à des simplifications extrêmes, mais au point qu'il y a eu des vendeurs dans des grandes enseignes de jeux vidéo qui voient des gens en public arriver, des trentenaires, quarantenaires, arriver en disant est-ce que vous avez l'iPad de Nintendo? Beaucoup de gens se sont dit que la Wii U c'était une console portable, ils arrivent, on leur vend un truc qui coûte 300 € avec une grosse boîte, donc qu'est-ce que c'est? Et clairement, si le public ne comprend pas tout de suite de quoi on parle, en l'occurrence ici on ne sait pas si c'est un téléphone, on ne sait pas si c'est une console portable, forcément ça ne se vend pas nécessairement. Malgré tout, Nokia ne se démonte pas, continue à concéder des licences pour sortir des jeux, une cinquantaine de jeux sur la console, c'est loin d'être modeste. Il y a même un deuxième modèle de Engage, c'est la QD. Je ne sais pas si j'ai l'image, non. Et ça, c'est le chiffre de vente annoncé par Nokia à la fin de vie de la console, 1 million d'unités. J'ai jamais vu autant de journalistes. Les journalistes étaient tous équipés Engage. Nokia, il a distribué, pour que Nokia distribue aussi facilement ses téléphones consoles, c'est qu'il est tous sa version. Et alors c'est très bien parce que donc on enchaîne sur la distribution aux journalistes, du moins au public. Ça permet d'enchaîner avec, c'est une petite merveille, avec Gizmondo, des promesses fabuleuses. C'est Gizmondo. C'est Tyler Telematics qui sort cette console. Et elle est vraiment très en avance. C'est-à-dire qu'en 2005, la Gizmondo, elle a du Bluetooth, elle a un appareil photo, elle fait des SMS et MMS, elle a donc une connexion GPA, c'est une connexion data qu'on a tous aujourd'hui sur nos téléphones, mais il y a 10 ans, c'était quand même pas quelque chose de très répandu. Elle a même un GPS, la Gizmondo. C'est tellement particulier qu'elle est lancée avec un modèle économique double. La console est vendue de manière classique, à $400, et elle est vendue sous une version dite Smart Ads pour $230, avec une petite contrainte qui est qu'elle est financée par la publicité et donc qu'elle est censée afficher via sa connexion de données, recevoir des publicités et afficher régulièrement des publicités aux joueurs, sauf qu'elle est vendue quasiment 2 fois moins cher. Forcément, pas mal de monde qui se rue là-dessus. Au final, ce service Smart Ads ne sera quasiment pas mis en service par Tyler Telematics. Ce qui fait que tous les chanceux qui ont parié sur cette version-là ont eu une console un petit peu moins chère. En plus, c'est l'avantage d'être collector. Et cette console, elle est aussi lancée à grand renfort de célébrités. Donc là, on est people pas possible. Vous avez Gizmondo sur votre moteur de recherche préféré, vous allez dans les images, vous allez voir énormément d'images comme ça, des images de soirées de lancement absolument fabuleuses, donc ça a coûté un prix fou en termes de marketing. Sauf qu'au final, on ne lance pas une console comme on lance une marque de vêtements, il ne suffit pas d'avoir la sécurité. Au final, surtout, les acheteurs veulent quand même quelque chose qui fonctionne un petit peu. Et en plus de ça, comme si la situation n'était pas assez désastreuse, quand elle sort en Grande-Bretagne, il y a un seul titre.
au jour de son lancement, il y a un seul titre en Grande-Bretagne qui est celui-ci, qui est donc un portage, une espèce de réédition. Très Blazer, merci. Qui est on va dire, maintenant on dirait un portage HD d'un jeu qui était relativement connu à l'époque des micros, qui avait un gameplay à peu près identique. Mais bon, quand même, un seul jeu quand on lance. On se plaint maintenant de ne pas avoir grand chose quand la next gen est sortie notamment, mais là c'était vraiment très peu. Au lancement américain, on a 6 jeux de plus, en Europe, on a encore 6 jeux de plus. Malheureusement, cette machine, c'est un petit peu trop de promesses, pas assez de titres sur un marché qui, en 2005, le marché de la console portable était peut-être pas aussi dominé par Nintendo qu'il l'est maintenant, mais quand même, il me semble que la DS, il me semble que ça doit être entre 2004 et 2006. En tout cas, c'était soit au moment du lancement de Nintendo, soit vraiment très peu après. Et donc, le jeu est parmouillé, 25 000, c'est moins que la GX 4000, c'est pour dire si c'était vraiment une mauvaise idée. Toi, je l'avais même pas vu. Non. Bah voilà, alors si elle a même pas fait le tour des rédactions, c'est sûr que. En même temps, visiblement, il y avait beaucoup de communiqués de presse, beaucoup de. Ouais, voilà, il y avait une. Visuel, mais non, la console, je l'avais jamais eu. A priori, il y avait vraiment une volonté de tout tabler sur les. Enfin, toutes les images que tu trouves à propos de la Gizmondo, ces soirées de lancement, des machins et tout. On a beaucoup de mal d'ailleurs à trouver des images de jeux ou de la console en fait. Parce qu'a priori, Tiger a mis vraiment toutes ses vies dans un marketing à base de people. Ce qui, à mon sens, c'est pas vraiment une cible. Ça se fait un peu aujourd'hui avec certaines machines, et quand vraiment on market que comme ça, bah voilà, a priori, c'est pas une excellente idée. Et je l'ai pas mis forcément, c'est pas forcément une console portable. C'est pas une console transportable. Vraiment pas la bonne puisqu'elle est rouge normalement. Bon, la Virtual Boy, console un petit peu plus connue de nos jours qu'est-ce qu'elle a pu être à l'époque. Alors la Virtual Boy, pour ceux qui visualisent pas, c'est une espèce de grosse paire de jumelles sur un pied qui au départ fonctionne avec des piles nombreuses qui se trouvent dans la manette que vous voyez ici. Fort heureusement, Nintendo sortira assez rapidement un accessoire qui permet de remplacer le bloc de pile par un autre bloc sur lequel on peut utiliser un adaptateur de Super Nintendo pour alimenter la machine. Parce qu'une console comme ça qui ne comporte pas de pile, très vite ça devient un petit peu un désastre. Elle a la particularité d'être relativement en ambidextre, c'est-à-dire que non seulement la manette est très simple, mais en plus vous voyez qu'elle est symétrique. Qui est important. La simplicité, c'est important parce que vous jouez dans un environnement totalement fermé, on ne voit pas trop de l'autre côté, mais c'est un espèce de cache-œil en mousse qui il y a une console vous limite, il y en a une. Je vous la conseille vraiment absolument parce que c'est une expérience très particulière. Mais là aussi, je peux vomir rapidement. Mais là aussi, le public ne la comprend pas forcément. Alors en plus, elle a, si on ne voit même pas, l'écran de la Virtual Boy, c'est un dégradé de 8 nuances de rouge, uniquement. Donc ça, c'est très particulier pour une console, quelle qu'elle soit à l'époque. Même si Nintendo avait dans les cartons un prototype de Virtual Boy couleur, en 256 couleurs, clairement, on est sur une machine vraiment atypique. Et qu'encore une fois, le public ne comprend pas forcément. Alors, en plus, je me souviens pas vraiment à quel point elle est arrivée dans cette console. Elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. C'est une console qui est sortie au Japon, qui s'est vendue un peu aux États-Unis, mais en Europe, ils n'essayent pas d'apprécier. C'était la première console, il y avait vraiment un effet de perspective de 3D qu'on retrouve maintenant sur la 3DS. À l'époque, c'était la première console à proposer une vue stéréoscopique avec les jeux de tennis de Mario ou les jeux qu'il y avait dessus. Il y avait vraiment un effet de profondeur
Alors, c'était bien fait, mais moi, j'étais plus sensible que d'autres. Au bout d'un quart d'heure, j'avais mal à la tête et je fais que j'ai arrêté le jeu. Alors, effectivement, son souci, un peu comme dans une mesure tout à fait différente, l'Oculus que vous testez là, c'est que elle crée des conditions de jeu qui ne sont pas habituelles pour votre cerveau. En l'occurrence, on joue vraiment dans le noir, on est totalement enfermé dans ce cache-œil, on joue très près des écrans, et il y a deux catégories de jeux sur la Virtual Boy. Ceux qui sont en 2D, auquel cas la machine affiche à l'œil gauche et à l'œil droit une image qui est légèrement décalée de quelques pixels, c'est-à-dire que la résolution globale du jeu c'est la taille d'un écran plus quelques pixels, et on affiche la barre la plus à gauche à l'œil gauche et la barre la plus à droite à l'œil droit, ce qui donne cet effet de stéréo. Et il y avait aussi un certain nombre de jeux qui étaient une minorité mais qui étaient là quand même, qui étaient vraiment en 3D. Le tennis, voilà, je pense à un shoot aussi qui, moi, me fait beaucoup penser à du Star Wing sur son côté très carré, très polygonal, avec des vaisseaux en pointe, comme on peut avoir sur Star Wing. Et tout ça cumulé, ça donne, ça lui donne une réputation de, effectivement, console qui fait mal à la tête, voire qui fait vomir, directement, qui donne la nausée. Et puis, voilà, encore une fois, un peu trop atypique. Pas si mal vendu finalement, mais tellement de recherche et de développement derrière que il faut la financer, il faut la rentabiliser, et 800 000 ventes, ça ne va pas suffire à rentabiliser. Alors, les doses par rapport. Oui, ils sont des coffres bien en poste, ça permet des échecs. Ça doit faire des rares qui peuvent se tenter sur une console et toujours là. Il y a eu quelques petites expériences comme ça chez Nintendo. Alors, je suis très branché accessoires de console, j'aime bien l'histoire de ces choses-là, notamment le DD64. La donne avec 64 avec des cartouches, avec des Nintendo au Japon. Voilà, aussi des choses réservées au Japon. Mais Nintendo a toujours essayé un petit peu d'innover. Sur la Super NES, il y a eu aussi Broadcast Satellite, un système qui était d'une part la distribution de jeux par satellite. Japonais, encore une fois uniquement japonais, parce qu'il y a tout un service derrière qu'il fallait faire tourner. C'était aussi des cartouches Super NES réinscriptibles pour faire satellite. On pouvait donc pour lesquels on pouvait soit recevoir un jeu par satellite, soit aller se faire télécharger en boutique, un petit peu comme ça pouvait être le cas avec les disquettes Famicom à la grande époque. D'ailleurs, j'étais sur le jeu parce que Nintendo n'a définitivement arrêté le service postal qui permettait d'avoir, donc en envoyant sa disquette avec je crois que c'était 500 yens ou 1500 yens en terme, un peu comme ça. Il y avait un service chez Nintendo où on envoyait sa disquette Famicom et on pouvait recevoir le jeu qu'on voulait, mais avec l'étiquette, etc. Il suffisait juste quasiment de payer le port auto. Et ce service-là n'a été arrêté que peut-être il y a 2 ou 3 ans. On a continué à écrire des disquettes Famicom pendant des années et des années. Mais là, de rien, Nintendo fait beaucoup de suivi sur ses consoles. Si vous allez sur le site même de Nintendo France aujourd'hui, vous avez encore des pages d'aide sur le site web de Nintendo qui permettent de localiser des sociétés pour faire réparer votre NES ou votre Super NES. C'est pour dire s'il y a du suivi sur les machines Nintendo. Et donc moi j'ai un petit peu fini ma liste, mais lors de nos échanges par mail pour cette conférence, alors j'ai lu quelque chose dont moi j'ignore complètement l'existence. On m'a parlé de manette à contacteur à mercure, c'est ça? Oui, c'est plutôt d'avoir des contacts électroniques, c'était une manette qu'on bougeait dans l'espace et c'était du mercure qui se déplaçait dans un tube et qui faisait contact. Pour tourner, on faisait comme ça, ou on avait vers l'avant, vers ça marchait très très bien. Le mercure, il s'étalait sur tout le tube, donc il se passait rien d'autre. C'était pas de vie. Non. Maintenant, on a des technologies comme ça avec on jouait gauche-droite, mais à l'époque, on jouait. La Six Axis. Voilà. La Six Axis, c'est avant-gardiste, parce que c'était le début des années 2000. Dans les 90, c'était destiné à quoi? Au micro ordinateur. C'était curieux parce que ça
C'est vraiment Je sais pas si très connu du tout. Enfin, visuellement, c'était un joystick, hein, mais d'ailleurs, je crois même que c'était que le joystick que tu avais dans la main. Et tout bougeait. C'était pas réactif, c'était pas. Là, ça marchait pas. Nous, un flop, là, ça c'est vraiment un flop. C'est parti des dizaines et des dizaines de manettes qui pouvaient sortir à l'époque sur des micro-ordinateurs, ouais, plus sur des micro-ordinateurs, sur des consoles avec leur propre manette, mais les premiers micro-ordinateurs, tout le monde sortait son propre joystick, et puis les fournisseurs tiers se développaient aussi des manettes, mais là, celle-là, c'était vraiment un joystick. Enfin, c'est injouable. Pas non plus Hyper. non plus un matériau tout à fait destiné à l'industrie du jeu vidéo dans l'absolu. Je pense que ça aurait fait un tollé, même si ça allait marcher, ça aurait fait un tollé pour le recyclage. Maintenant, oui, il y a les premiers, on s'en fiche. Oui, à l'époque, c'est vrai. Ah oui, à l'époque. Moi j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, merci beaucoup Seb et Nico. Bon, désolé pour la fin, pour la chef. Je peux les applaudir par contre.